Tov, Erev Tov, Parashat Shemini cette semaine avec Parashat Para, mais on va surtout s'attarder, si Dieu veut, sur ce qui s'est passé cette semaine. En tout cas, le monde a tremblé en Eretz Israël, où on a perdu Sarah Torah, Maran, Rav Chaim Kanievski, Zatzal, et donc ce dimanche, il a été enterré. Plus de 700 000 personnes étaient présentes à l'enterrement. Et donc, on va essayer de réfléchir ensemble quelle est la perte. On n'a pas idée. Et d'autant plus que notre paracha est lié justement à la mort des tzadikim, donc on va en profiter. C'est marqué que lorsque un tzadik, il est niftar, c'est marqué, il y a plusieurs choses qui sont marquées. Parmi ces choses-là, c'est marqué caché sivukan shel tzadikim qui serait fat bet elokenu. Lorsque un tzadik, il est niftar, alors c'est comparé même à lorsque le Beth Amikdash il a été détruit. Ça, c'est ce que les Chazal ils ont l'habitude de dire. Dans le Midrash, c'est marqué un terme encore plus fort que celui-là. C'est marqué caché sivukan shel tzadikim yoter mi bet elokenu, encore plus que lorsque le Beth Amikdash il a été détruit. Nombreux sont ceux qui posent la question, qui disent oui, mais sur quoi on va s'endeuiller réellement? Aré, Rav Chaim Kanievski, c'est vrai, c'était Amoud Haolam au niveau de la Torah. Mais il est arrivé à un âge de la Zikna, 94 ans, et il a fait profiter tout le Ham Israël de sa Torah. On n'est pas éternel, arrive un moment où ça y est, on doit partir. Sur quoi on va s'endeuiller plus que cela? Sur cela, qu'est-ce qu'on peut répondre? On dit qu'il serait fat bet elokenu sur le Bet Amikdash. Lorsque le Bet Amikdash a été détruit, personne n'a posé la question « Ah, mais ça faisait déjà 420 ans que le Bet Amikdash était présent. » Et on sait tous que une maison, une demeure, ne va pas rester de manière éternelle. Il a quand même servi pendant 420 ans. On n'arrive pas à se consoler, à se dire qu'arrive le moment où il sera brûlé. Et voilà pourquoi on ne dit pas cela sur le Bet Amikdash. Parce qu'on en a tellement besoin. On a besoin de la Shrina qui soit présente parmi nous. Et c'est impossible de considérer le moment de dire que ça y est arrivé le moment où ça y est, la Shrina devait quitter. On en a besoin. De même, le tzaddik, lorsqu'il est avec nous, alors on aurait tellement eu besoin qu'il reste avec nous et qu'il ne parte pas et qu'il soit présent jusqu'à ce que Mashiach vienne se déclarer. Et donc, quelque part, on avait besoin de lui. Personne ne pourra dire « Ah, il est arrivé à un âge tellement avancé que finalement, ça y est, c'est arrivé le moment où il est parti. » On va essayer de comprendre ensemble, encore une fois, quelle était l'ampleur d'un tzaddik pareil. Combien est-ce qu'on a été influencé dans notre génération grâce à un tzaddik pareil. Alors, Parashat Shmini, comme vous le savez, c'est une des parashiotes de la Torah de Simcha par excellence, puisque c'est dans cette paracha même où Moshe Rabbeinu il a érigé le Mishkan, où Akadosh Baruch Hu va résider dans cette journée-là où le Mishkan il a été construit. Alors la Shrina est arrivée et le Midrash nous dit qu'il y a eu 10 couronnes qui ont été accordées à ce jour-là de Rosh Chodesh Nissan, où justement Moshe Rabbeinu il a érigé donc le Mishkan. On pose la question, on dit, c'est quoi Vayhi Bayom Hashemini? Normalement, c'est Rosh Chodesh Nissan. C'est quoi ce Yom Hashemini? Rachid expliquait que pendant 7 jours auparavant, depuis Kaf Gimel Adar, alors il y avait quelque chose où Moshe Rabbeinu, il servait en tant que Kohen Gadol, et c'est Aharon qui servait en tant que Be'alim, et Aharon emmenait les korbanot, et c'est Moshe donc qui devait jouer le rôle de Kohen. Ça c'était pendant 7 jours. Et donc c'était un moment qui était unique dans le clan d'Israël, puisqu'il ne va pas se reproduire une autre fois. Le 8e jour, donc c'est Rosh Chodesh Nissan, et à partir de là, Moshe, il donne donc quelque part la Keuna à Aaron, son frère, c'est lui qui devient le Kohen Gadol. Moshe, il met sur pied donc le Mishkan, et ça, c'est à partir de là que la Shrina va résider. C'est un moment de Simcha par excellence, c'est le moment où Aaron il a été couronné justement d'être le Kohen Gadol,
mais c'est en ce jour que Akadosh Baruch Hu, il a décidé de reprendre deux tzadikim d'une dimension qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Nadav va'Avihu, les deux fils de Aaron ont été tués. On va pas revenir sur les raisons pour lesquelles ils ont été tués, mais tout ça pour dire que ils sont partis en ce jour, et c'est la raison pour laquelle la paracha elle commence par le terme de Vayhi. Vayhi, un langage de tsar, un langage de tristesse, justement qui fait référence à la mort de ces deux grands tzadikim. Sur cela, le passouk qui dit comme ça, Vayomer Moshe Aaron, une fois que les enfants de Aaron sont niftarim, alors Moshe s'adresse à Aaron et lui dit, Hu Asher Diber Hashem les morts. C'est ça ce que Hashem il avait l'habitude de me dire. Bikrovai et Kadesh, Ve'alpene Kol Ha'am et Kaved, Vaidom Aharon. Donc, Moshe, il a ramené ses paroles à Aaron, justement pour le consoler. Il lui dit, maintenant je comprends. Hashem, il a dit que par mes proches et Kaved, alors je serai quelque part sanctifié. On va m'accorder du Kavod. Et Moshe, il s'imaginait à qui est-ce qu'il fait référence Hashem à ce moment-là. Soit moi, Moshe, soit toi, Aharon. Mais une fois que Akadosh Baruch Hu, il a pris ces tzadikim, alors Moshe, il a consolé Aaron de lui dire que ce sont tes enfants sur lesquels Akadosh Baruch Hu, il a dit Bikrovai, mes proches qui étaient encore un peu plus proches même que Moshe et Aaron. Donc ils ont été pris quelque part, et c'est pas la ptira de ces deux tzadikim que le nom d'Hachem sera sanctifié. Rashi dit Bikrovai, c'est qui mes proches, Bebehirai, ceux que j'ai choisis. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Kesha Akadosh Baruch Hu ose din bat tzadikim. Lorsque Hachem, il envoie le din sur les tzadikim, alors mitiare, il y a plus de yirat shamaim sur terre. Ou mit'ale, Hachem, il s'élève, ou mitkales, et il est loué justement par la mort des tzadikim. Donc regardez la dimension lorsque les tzadikim, ils sont niftarim, et sur cela, on a compris la réaction de Aaron, Vaidom Aaron. Regardez la grandeur de Aaron qui à ce moment-là, à un moment de simcha par excellence, comme on a dit, où il a été couronné par la Kehuna, lui comme ses enfants, il perd deux de ses enfants les plus précieux, Nadav et Avihu, et voici que Aaron Vaidom. Il nous enseigne que combien on doit apprendre à garder sa place, à ne pas continuer à se plaindre et à vouloir, quelque part se révolter. Et c'est uniquement lorsqu'on voit les choses avec une grandeur, lorsqu'on met un point positif à la chose, qu'on arrive à s'en sortir sur terre. Chazal, ils disent que Batar Aniya, Azla Aniyuta, c'est d'après la pauvreté que va attirer la pauvreté. Quelque part, on dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui se retrouve le malheureux un jour avec un morceau de pain et un verre d'eau, qu'est-ce qu'on va lui dire pour t'en sortir, pour que tu trouves l'œil positif? Alors tu vas dresser une table, tu vas mettre une belle assiette avec une belle serviette, un couvert, et tu vas poser ton pain avec ton verre d'eau que tu mangeras dans ce scénario, justement pour que tu aies la possibilité justement de t'en sortir. C'est uniquement si toi tu vois les choses de la manière positive que Akadosh Baruch Hu, il t'enlèvera justement la pauvreté. Et sur cela, regardez bien, Moshe il dit à Aaron, Va'achechem kol bet Israël yivku et aserefa asher saraf Hashem. Et sur cela, on dit que tous les béné Israël, ils devront prier, ils devront pleurer justement Haserefa, ce que Akadosh Baruch Hu, il a brûlé. Donc il a tué, il a fait descendre un feu qui a tué les deux tzadikim Nadav et Avihu. Et donc sur cela, Moshe il dit à Aaron que les béné Israël devront pleurer. On pose la question, on dit mais on sait tous que cette paracha de la mort de Nadav et Avihu, elle est lue chaque année le jour de Yom Kippourim. Et le Harizal, il dit que tout celui qui va pleurer à ce moment-là, où on va lire la paracha de la mort de Nadav et Avihu, alors c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner toutes ses fautes. Quelqu'un qui pleure sur la mort des tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à lui pardonner les fautes. Et sur quoi on pleure le jour de Yom Kippourim?
sur une paracha qu'on va lire, qui vient décrire justement la mort de ces tzadikim. Imaginez le jour où ces tzadikim sont niftarim. Tout le monde qui était présent, tout le monde a pleuré. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il doit dire à Aaron de dire au clan d'Israël que Ve'achechem, tous les Béné Israël devront pleurer ce jour-là. Ils ont pleuré. Quelque part, ce pasouk, il est meyoutar, il est en trop. On n'avait pas besoin de le dire. Tous les Béné Israël ont pleuré de la mort de ces tzadikim. Sur cela, on répond, on dit, oui, mais pleurer, c'est une chose, mais il faut savoir sur quoi on pleure. Est-ce qu'on a pleuré parce que ces tzadikim ont disparu, parce qu'on a vu combien est-ce que Aaron, il était affligé par cette peine, par cette chose qui lui est tombée sur la tête? Est-ce que c'est sur cela qu'on pleure? Ou bien Moshe Rabbeinu, il vient dire au Bnei Israël, vous devez pleurer sur vous-même. On a perdu des tzadikim pareils, on a perdu un niveau de Torah pareil, impossible de rester comme ça et de ne pas pleurer sur notre sort. Lorsqu'on revient sur un tzadik d'une dimension pareille, qu'on ne pourra jamais remplacer, c'est ça la vérité. Lorsque on s'adresse d'un tzadik comme Rav Chaim Kanievski, qui lui, lorsqu'on réfléchit, c'était nul autre que le fils du grand de la génération, le Stapler. C'était le neveu du grand de la génération, le Chazon Ish. C'était, quelque part, le gendre de qui? Du grand de la génération, le Rav Eliashiv. Mais c'est pas pour son yichus qu'on va, quelque part, dire que c'était un grand tzaddik. Pour lui-même déjà, c'était une dimension de Torah inimaginable. C'était quelqu'un qui était complètement plongé dans les valeurs spirituelles, et on se demande comment cette Neshama, elle a pu rester dans un corps matériel, tellement que lui, il était complètement dans les cieux, dans les sphères célestes. On raconte une fois que lorsque on a voulu donc lui présenter la fille de Rav Eliashiv, et donc ils ont accepté, le shidour a bien marché, est arrivé le premier Shabbat où on va accueillir donc la Kala qui va venir à la maison du Stapler, à la maison pour Shabbat. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de bus qui partait de Yerushalayim directement à Bnei Brak. Il fallait d'abord s'arrêter à Tel Aviv, à la gare, et ensuite prendre un bus qui va nous amener à Bnei Brak. Et donc le Stapler, il dit à Rav Chaim, il lui dit, regarde Chaim, tu vas aller chercher la Kala, elle va arriver à la gare à Tel Aviv, va vite la récupérer, comme ça, de là-bas, au moins, tu l'amènes à la maison. Voilà, c'est la manière de faire. Et donc, Rav Chaim, bien sûr, il écoute son papa, il va et il se tient debout devant la gare, il cherche, il voit que le bus n'est toujours pas arrivé. Donc, il dit, ok, il est avec sa Gemara, bien sûr, il se met de côté, il commence à étudier. Il étudie, le bus arrive, la Kala, elle descend, elle cherche, elle ne le trouve pas. Lui, il est dans un coin en train d'étudier. Et finalement, elle se dit, bon, sûrement qu'il avait d'autres choses à faire. Et donc, elle prend le bus et elle va directement à la maison de ses futurs beaux-parents. Quand elle arrive là-bas, le Stapler, il lui dit, mais il est où, Chaim? Elle lui dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Ah bon? Il met vite sa veste et il fonce pour aller récupérer Rav Chaim qui se trouvait à quelques heures du Shabbat. Il était encore assis au même endroit, il l'a cherché, il l'a trouvé, il était assis, il était plongé dans son limoud, il devait terminer ce jour-là 7 dapim de Masechet Ketuvot, et voici que Rav Chaim, à peine il ouvre la Gemara, il en perd, voilà, un petit peu tout ce qu'on peut avoir en tête, et donc il a oublié de chercher la Kala. Tout ça pour dire que, encore une fois, il était tellement plongé dans son limoud, faisait tellement partie de sa vie que finalement ça prenait toute sa personne. Et en fin de compte, si on pense à Rav Chaim Kanievski, c'est lui quelque part qui va remettre les pendules aux heures, sous-entendu que on est tellement influencé par la société qui nous entoure, on est tellement influencé par le matériel. Qui c'est qui aujourd'hui ne court pas après l'argent ou les valeurs de l'argent, ne court pas après les plaisirs de ce monde-ci. Et voici qu'un homme qui habitait à Bnei Brak, dans une toute petite maison, qui était vraiment détaché de toutes les valeurs matérielles, qui était plongé uniquement dans la Torah, quelque part c'est lui notre référence.
On doit apprendre doucement à s'éduquer, à essayer de retrouver nos vraies valeurs et ne pas se laisser emporter à ce point par les valeurs de la société qui font de nous ce qu'elle a décidé. Et donc voilà, quelque part, c'est ce qu'on a perdu. On a perdu, c'était l'emblème du clan d'Israël. Personne ne pouvait atteindre ni comprendre le niveau de Rav Chaim Kanievski. Il nous a laissé des sfarim qui traitent des sujets les plus compliqués dans la Torah. Parmi ces choses qu'il nous a laissées, il a laissé un pérouche sur le Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi, il est bien plus difficile que le Talmud Bavli. Tout le monde étudie aujourd'hui le Talmud Bavli. Lui, il a écrit un pérouche et très difficile pour ceux qui ont l'habitude d'étudier le Talmud Yerushalmi de ne pas se servir des livres de Rav Chaim pour comprendre le Talmud Yerushalmi. Regardez, Atkama, il s'est efforcé d'expliquer et de se plonger dans les sujets les plus compliqués de la Torah pour justement expliquer cette Torah au Ham Israël. On raconte une fois qu'il prenait son petit déjeuner et un des Talmidim passait et l'a vu avec son petit déjeuner, il mangeait un petit quelque chose. À l'époque, c'était juste des morceaux de pommes. Et pendant qu'il mangeait son déjeuner, bien sûr, alors il étudiait. Il s'est rapproché juste pour voir qu'est-ce qu'il étudie pendant qu'il mange son petit déjeuner. Il étudiait Maserhet Yevamot, une des Masertot les plus compliquées. C'était ça, Rav Chaim. Rav Chaim, il n'y avait pas de limite. On étudiait toutes les parties de la Torah. Et on sait tous que Rav Chaim Kanievski, qui était Bechor, alors chaque année arrivait Ta'anit Bechorot, la veille de Pesach, et donc il faisait un siyum. Et pas n'importe quel siyum. C'est un siyum que tout le monde en parle jusqu'à aujourd'hui. Un siyum du Shas Bavli, du Shas Yerushalmi, Sifri, Safra, tout ce qui est marqué, les Midrashim, le Tour, le Shulchan Aruch, tout était terminé pour lui, tout était devant lui. Et donc, il faisait un siyum chaque année. Mais imaginez que cette année, on était à 1 mois de ce siyum. Il y en a qui ont dit, regardez comment Kadosh Baruch Hu, il fait les choses. Il est niftar, justement dans une année qui est Meuberet, où il y a 1 mois en plus. Et donc, normalement, dans une année où il y a 1 mois en plus, alors il termine, 1 mois avant, il termine, donc comme on a dit, toute la Torah Kula. Et qu'est-ce qu'il fait pendant le mois qui reste? Il écrit ses sfarim, c'est comme ça qu'il fait. Et donc cette année, quand est-ce qu'il est niftar? Il est niftar le 15 Adar. Donc juste la veille, il avait fini déjà toute la Torah Kula, et il pouvait rentrer, rejoindre Akadosh Baruch Hu et tous les tzadikim dans le Gan Eden le jour de Purim, mais pas n'importe quel jour, le jour de Shushan Purim. On dit que Shushan Purim, donc le jour de Purim, où les Béné Israël, ils ont reçu la Torah, mais Ahava. Quel était ce moment-là? C'était le moment de Purim. Et Rashi dit, pourquoi est-ce qu'ils ont plus reçu à Purim que en Sivan quand ils ont reçu la Torah? Rashi dit, mais Ahavat Anes, les Béné Israël, ils ont réalisé enfin combien Kadosh Baruch Hu il était prêt à faire pour eux. Et c'est à ce moment-là que ce tzaddik de cette dimension, il nous a quittés. Et si on réalise, alors le Saptira aura lieu justement le jour où il avait l'habitude de faire son siyum chaque année, la veille de Pesach. C'est là qu'aura lieu les shloshim de Rav Chaim Kanievski, et donc c'est en ce jour où il avait l'habitude de faire. Regardez combien il n'y a pas de hasard et combien Akadosh Baruch Hu, voilà, il couronne ces tzadikim qui toute leur vie se sont battus pour la Torah justement pour arriver à cela. On raconte que lorsque le Gaon Mivilna, il est niftar, alors tous les tzadikim de sa génération n'ont pas pu être maspid auto, n'ont pas pu faire de espedim. Et pourquoi? Il est niftar, c'est vrai, Chol HaMoed Sukkot, et c'est pas parce qu'on dit que En Maspidin Bamoed, parce qu'on a le droit d'être maspid, Chacham, lorsqu'il est là devant nous. Mais les Talmidei Chachamim de son époque n'ont pas pu être maspid, le Gaon Mivina. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, mais un tzaddik d'une dimension pareille, les mots ne nous sortent pas de la bouche. Comment est-ce que devant le Gaon Mivina, on peut dire quoi que ce soit? C'était Amud Torah. Personne ne peut se comparer au Gaon Mivina pour dire il était comme ça, il n'était pas comme ça. Est-ce qu'on comprend son niveau?
De même, nous aussi, lorsque on se retrouve devant un tzaddik pareil, d'une dimension pareille, Rav Chaim Kanievski, impossible de sortir des mots de notre bouche pour essayer de dire « Ah, voici comment est-ce que je pourrais le traduire ». Donc on va essayer gentiment par nos mots à nous, malheureusement, mais voilà, doucement pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'un tzaddik pareil peut nous rajouter à nous au jour d'aujourd'hui. Personnellement, j'ai eu le srout d'emmener beaucoup de groupes d'étudiants chez Rav Chaim Kanievski, entre autres, pour sa bracha. Et lorsqu'on arrivait, alors je me tenais à côté du Rav pour pouvoir traduire qu'est-ce qu'il allait dire aux étudiants. Et chaque fois, c'était la même histoire. Il était sur son stander en train d'étudier. Je le vois encore avec un livre, les anciens livres. À l'époque où, je me rappelle, il étudiait le Shulchan Aruch. Et c'était les anciens Shulchan Aruch avec les toutes petites lettres. Et il prenait un petit morceau de papier, comme ça, qui faisait passer, qui lisait. Et l'étudiant arrivait devant lui. Tant que l'étudiant n'ouvrait pas la bouche, n'avait pas parlé, eh bien lui, il continuait à étudier. Quand est-ce qu'il arrêtait d'étudier? C'est exactement au moment où il entendait la voix. Il entend la voix, il arrête, il met son doigt, il écoute, il répond et il continue. Entre deux, il continue. Il ne perdait pas une seconde. Comment est-ce qu'un tzaddik pareil, au début qui disait bracha ve'atzlacha, est arrivé à dire boua? Boua, c'était l'abréviation de bracha ve'atzlacha. Est-ce qu'à ce point on joue sur les secondes? Eh bien oui. Vous comme moi, on n'est pas conscient du prix du temps. Mais un tzaddik pareil qui recevait, je ne sais pas moi, ne serait-ce que 300 personnes par jour, de dire bracha ve'atzlacha et tout ça, c'est beaucoup de secondes qui s'additionnent les unes sur les autres. De dire boua, c'était pour montrer combien le temps pour lui était cher. Mais combien le temps était cher, mais combien il était prêt à accorder de son temps pour le Ham Israël. Combien ont reçu des brachot de Rav Chaim, des conseils, combien il a aidé, combien il a sauvé. On n'a pas idée. J'ai rencontré un Rav il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, regarde, je te raconte une histoire personnelle que j'ai vécue avec Rav Chaim. Ce Rav s'appelle le Rav Aryeh Deri, c'est le Rav de Be'er Sheva. Et ce Rav, il a dit comme ça, il a dit, je suis en Kesher avec une communauté qui se trouve aux États-Unis. Sans citer de nom, il a dit dans cette communauté, il y a un homme très très riche, très puissant, que beaucoup de gens aiment, il est très influent pour le monde de la Torah, mais voici que le malheureux, il est tombé malade du corona, donc pendant cette période, et bien sûr qu'il a été traité dans la meilleure clinique, avec les meilleurs médecins qui se trouvent aux États-Unis, ceux qui maîtrisent vraiment cette maladie du corona, et ils se sont occupés de lui, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, et tous ces médecins, après 6 mois où lui était dans le coma, à peine s'il pouvait respirer par les machines, tous ces médecins se sont réunis après 6 mois, et on dit, ça y est, on baisse les bras, on ne peut plus rien faire, cet homme ne pourra jamais revenir. Et même s'il revient, tous ses membres internes sont tellement atteints que même s'il revient, il ne pourra presque rien faire. Et ils ont demandé, quand même, la communauté, ils ont demandé à ce Rav Deri d'aller chez Rav Chaim Kanievski pour lui demander conseil, une bracha. Et donc, ce Rav Deri, il a compris la situation, il a dit, mais ça ne sert à rien. Mais du fait qu'eux, ils ont tellement insisté, donc il a été. Il a été et il a tout écrit au Rav pour que le Rav vraiment nous dise quoi faire. Et le Rav il a dit alors que ce malade étudie Masechet Brachot. Et Rav Deri il dit non mais Rav, on parle ici de quelqu'un qui est dans le coma, qui ne peut pas à peine respirer, qu'est-ce qu'il va étudier? Alors le Rav il dit alors que les autres, que la communauté étudie pour lui Masechet Brachot. Et donc, tout a été filmé, et ce film, Rav Deri, il l'a envoyé à la communauté pour leur montrer, voici ce que le Rav, il a dit. Et la vérité, il a eu peur d'envoyer ce film. Pourquoi? Parce que si finalement les choses ne se déroulent pas comme le Rav avait dit, alors, même des fois, ça fait un chiboul Hashem où les gens ils vont dire, ah, t'as vu, le Rav, il a dit, et ça s'est pas réalisé. Ça... Donc lui, il avait peur, mais il a quand même envoyé ce film. L'histoire s'arrête là. 2 mois après, alors, on envoie un film à ce Rav Deri. Et qu'est-ce qu'il voit dans le film? Il se met à pleurer
il voit cet homme qui est sorti de son coma, qui est debout. Toute la communauté l'ont accueilli comme on accueille un Sefer Torah qu'on va rentrer dans le Beth Hamidrash pour la première fois. Toute la communauté s'est mise d'un côté et de l'autre, et voici que cet homme, il marche, il respire, il parle, et ils lui ont fait une fête grandiose, justement pour remercier Hachem. Et donc, le Rav Aryeh Deri, Rav Yehuda Deri, il a dit comme ça, il a dit, je ne suis pas mitpael, je ne suis pas impressionné par ce qui s'est passé, c'est sûr que la bracha du Rav, un tzaddik, il est gozer, Kadosh Baruch Hu shomea, Hachem il entend la bracha des tzaddikim, c'est pas sur ça. Mais il a dit, j'ai vu toute une communauté se renforcer, ils ont pris sur eux des shiurim, un limoud qu'ils ont pris sur eux, et c'est ça le srout d'un tzaddik qu'on a dans notre génération, qui demande d'étudier Masechet Brachot, et qui dit, grâce à cette Masechet, alors il va s'en sortir, et voici que toute la communauté écoute, et par le srout du tzaddik, regardez le limoud qui est pris, combien ça peut aider. Et lui, c'était le hamoud du limoud. Combien est-ce que lui, toute sa vie, c'était uniquement limoud? Personne ne connaît Rav Chaim Kanievski comme Ish Devarim. Il n'a jamais pris la parole en public. Il n'a jamais donné des shiurim. C'était pas le plus grand des Magidé, shiurim. Il n'est pas connu pour cela. La seule chose qu'on reconnaît dans Rav Chaim, il était Yoshev Velomet. Et il tenait le monde grâce uniquement à son limoud. Combien il accorde d'importance à ce limoud et combien nous, on doit réaliser, combien on doit fournir des efforts, pas juste dans notre limoud, mais surtout dans le temps qu'on accorde, que ce soit dans notre limoud ou que ce soit dans notre vie. Combien de fois ça nous arrive qu'on doit attendre. On est chez le médecin, on est chez le dentiste et on attend comme ça, on est dans la salle d'attente à rien faire. On compte les mouches. Ça n'existe pas chez nous. On arrive dans une salle d'attente, on a au minimum un sefer avec nous. On étudie, on profite. Là récemment, je reviens de l'aéroport. J'ai dû attendre 3 heures en file d'attente pour prendre le vol. Alors je peux vous dire que j'avais mon sefer avec moi. Et pas juste qu'on ne reste pas 3 heures en train de tirer, de pousser un chariot et en train de ne rien faire. On se doit d'organiser son temps. On se doit de réaliser que le temps, peu importe où est-ce qu'on se trouve, on ne doit pas avoir toutes les conditions, les meilleures conditions pour pouvoir s'asseoir et étudier. Là où on est, on étudie. Si on ne peut pas étudier, si on a du mal à lire, alors qu'on prenne des écouteurs et qu'on écoute un shiur. Dans tous les cas, voilà, on se doit de réaliser toutes ces choses. Le Yerushalmi dit comme ça. Yerushalmi, dans le début de Masechet Yoma, il dit Mipne man nismecha ptirato shel Aharon HaKohen le shibur haluchot. Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé? Lorsque Aaron il est niftar, on a juxtaposé sa ptira au fait d'avoir brisé les luchot abrit. Et donc, là-bas, le Yerushalmi, il dit Lomar lecha shekasha silukan shel tzadikim lifnei hamakom kishvirat aluchot mamash. Parce que, devant Akadosh Baruch Hu, le fait que les tzadikim ils disparaissent de ce monde-ci, c'est aussi difficile que le fait de briser les luchot. Et qu'est-ce qui est difficile? Les luchot, c'est quoi? C'est la Torah. On a perdu quelque part une dimension de Torah qu'on ne pourra jamais récupérer. Qui c'est qui pourra prendre la place d'un Rav Chaim Kanievski? C'est impossible. Alors bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont marquées. C'est marqué comme ça dans Masechet Megillah. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Dans Masechet Megillah, c'est marqué que Resh Lakish, il est venu être maspid, un Rav, qui était Tsurba Merabanan, qui était un grand Talmid Chacham, qui était niftar, et voici que quand Resh Lakish il est arrivé pour être maspid ce Rav, il a dit Vaï le ar'a de Israël de chasra Gavra Rabba, malheur à la terre d'Israël qui a perdu Gavra Rabba, un grand homme. On ne pourra pas avoir le Tmurato, on ne pourra pas avoir donc celui qui pourra prendre sa place, et bien qu'en Eretz Israël, Vadaï qu'il y avait encore plein de Talmidei Chachamim, mais la terre d'Eretz Israël, elle pleure lorsqu'il y a un Talmid Chacham qui disparaît, à plus forte raison dans notre cas,
où c'est sûr que la ptira de Rav Chaim c'était en Eretz Israël, mais c'est tout le monde qui s'est mis à pleurer à ce moment-là, parce qu'on parle ici encore une fois d'un tzaddik qui dépassait la terre d'Eretz Israël. Tout le monde venait devant Rav Chaim pour demander conseil, Je me rappelle une fois, un Rav Shlomo Levenstein, il a raconté comme ça, il a dit aux États-Unis, il y avait un Melamed, quelqu'un qui enseignait la Torah aux Talmidim, et de nombreuses fois, il s'est permis de dire comme ça aux Talmidim pour les encourager. Il a dit comme ça, il a dit, sachez que Rav Chaim Kanievski, qui est le grand de la génération, alors sachez que quand il était petit, alors il n'était pas, c'était pas le plus fort des Talmidim. Et tellement qu'il a fourni des efforts, qu'il a grandi et qu'il est devenu un énorme Talmid Chacham. Malheureusement, ce Melamed, son fils, est tombé gravement malade. Et lui, il cherchait, qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre sur moi quelque chose, justement pour ça, refoua chez les mains. Il a réfléchi, il a dit, c'est vrai, je me suis permis de raconter cette histoire de nombreuses fois, et j'ai jamais vérifié, sûrement que je dois demander pardon au Rav pour cette bêtise que je racontais. Et donc, il a appelé un des secrétaires de Rav Chaim Kanievski, Rav Eliyahu Man, et il lui a dit, Rav, voilà, j'ai un souci, voilà mon fils qui est malade, j'aimerais prendre sur moi de faire teshuva, est-ce que vous pouvez aller chez le Rav et lui dire que j'ai dit une telle chose? Et Rav Man, il dit, non, mais est-ce que moi je vais dire une telle chose? Je vais aller voir le Rav, je vais lui raconter une histoire pareille? Non. Alors lui, il a insisté, il lui dit, regarde, si tu veux, envoie-moi un fax, et je vais le présenter devant le Rav, et voilà, c'est tout ce que je peux faire. Mais moi, je ne peux pas raconter ce genre de choses au Rav. Et donc, il lui envoie le fax, il écrit tout, il le lit devant Rav Chaim, et Rav Chaim, il dit, mais il a raison. Pourquoi je vais lui demander, pourquoi il vient me demander Mechila? Il a raison, quand j'étais petit, j'étais pas, voilà, aïe. Et donc, ça s'est arrêté là. Mais Rav Eliyahu Man, le soir même, il se trouvait dans un mariage avec un des grands de la génération, Rav Lefkovitch, qui lui était le Magid Shiur de Rav Chaim Kanievski quand Rav Chaim Kanievski il était petit. Et donc, il lui raconte cette histoire, Torquedé, et il lui dit, Godarav, est-ce que c'est vrai? Rav Chaim, il n'était pas aïe quand il était petit. Il lui dit, non, c'est pas vrai. Depuis qu'il est petit, Animeïd, je témoigne que c'était une bombe. Ilouï, c'était le Ilouï de la classe. Il lui dit, ah bon et tout? Il lui dit, mais voilà ce qu'il y a eu et tout ça. Alors, Rav Lefkovitch, il lui dit, non. Je sais que ce Magid Shiur qui a dit ça, il doit demander Mechila à Rav Chaim Kanievski. Alors, Rav il sait plus comment faire et tout ça. Et le lendemain, il va chez Rav Chaim. Il dit, Gwadara, Mechila de vous déranger encore avec cette histoire. Et ça, hier soir, Rav Lefkovitch, à peine il a dit Rav Lefkovitch, il a dit ça. Rav Chaim, il a dit Machol, et il a continué à étudier. Regardez la grandeur d'un tzaddik avec des midot pareils, qui lui, rien, dites ce que vous voulez sur moi. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'étudier, c'est ni le kavod, ni tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on veut, c'est le limoud. On raconte que Rav Chisda, qui lui était mamash, un Talmid Chacham collé à sa Torah, c'est marqué là-bas que le Malach HaMavet ne pouvait pas l'atteindre. Et donc, le Chafetz Chaim, il dit, non mais Rav Chisda, lui, ça lui arrivait de dormir, de manger. À ce moment-là, le Malach HaMavet, il pouvait le prendre. Rav Chisda était tellement dans son limoud que même lorsqu'il dormait, c'était considéré comme du limoud. Même lorsqu'il mangeait, c'était considéré comme du limoud. De même, Rav Chaim Kanievski, c'était exactement la même chose. Chaque moment de sa vie, c'était du limoud. Que ça soit dans le matériel ou pas dans le matériel, toute sa vie, toute sa personne, toute son intention, c'était justement le côté spirituel. Et on va terminer avec ce qui est marqué dans ma Masechet Ktuvot. C'est marqué que tout celui qui se tenait à la Levaya de Rabbi Yehuda Nassi, qui a rédigé la Mishnah, c'est sûr que Yesh lo chelek le'olam haba. Et pourquoi? Parce que c'est évident qu'il a entendu les spédim qui se sont déroulés là-bas, il a vu la dimension de ce Rav qui lui ont permis de faire une teshuva à la makom et qui lui ont permis de prendre sur lui des choses qui lui ont donné olam haba. C'est pas une potion magique comme ça que tout celui qui a assisté, alors ça y est, yesh lo chelek le'olam haba. C'est que c'est évident que ici on parle de tzadikim
qui avait une dimension, qui ont permis aux gens qui se trouvaient là-bas de réaliser encore une fois quelles sont les choses qu'ils devraient prendre sur eux. De même, lorsqu'il y a la ptira d'un tzaddik, la chose la plus importante, c'est de s'asseoir avec soi-même et d'essayer, ne serait-ce que de prendre des petites choses qui vont nous permettre à nous aussi de nous élever. Ne serait-ce qu'au niveau de notre temps. Arrêtez de perdre le temps à droite et à gauche. Lorsqu'on étudie, qu'on étudie avec vraiment assiduité, qu'on étudie avec un sérieux, que la Torah fasse partie de notre vie, qu'on ressemble quelque part à ce Talmid Chacham qui lui était shoef, uniquement de faire plaisir à Hachem, combien il avait travaillé ses midot, combien il avait de Ahavat Israël, combien sa Torah faisait partie de sa vie. Donc nous aussi, qu'on arrête de perdre son temps quelque part et essayer de prendre sur soi un vrai limoud qui nous permettra de grandir. Et sachez que ne serait-ce qu'un petit peu d'effort, combien on peut devenir des géants. Avraham Kanievski était là pour nous, vraiment, pour nous le montrer. Chacun d'entre nous a cette dimension à l'intérieur de lui qui lui permettra vraiment de grandir et de devenir parmi les Gdolei Israël. Shabbat Shalom V'rach.